Voilà, deuxième partie de notre matinale d'info avec Territoire d'info. Aujourd'hui, notre invité, c'est François Rebsamen. Bonjour, monsieur, l'ancien ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ça tombe bien, quand vous êtes sur ce plateau, il y a une grosse actualité dans ce domaine et vous êtes évidemment maire de Dijon, on le rappelait il y a un instant. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, la responsable des opérations spéciales de Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour Oriane, et Pascal Jalabert, le directeur du bureau parisien du groupe EBRA. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pascal. François Rebsamen, tout de suite, je voudrais qu'on parle et avoir votre réaction sur ce tremblement de terre au Mexique. Il est énorme, le bilan est évolutif, on est à plus de 200 morts. Comment on peut manifester sa solidarité quand on est un homme politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer à ces gens-là qu'on est proche d'eux? Quand on est un responsable comme moi d'une grande collectivité, d'une métropole, on peut prendre une décision. Je le ferai lundi, enfin je le proposerai au conseil municipal qui me suivra, j'en suis sûr, décision de soutenir par un geste, de l'argent, l'envoi d'une équipe de secouristes. Il y a une équipe de secouristes, par exemple, de Secours sans frontières qui sont aujourd'hui actuellement en place à Saint-Martin. Donc, et on les subventionne, donc on peut aider, envoyer les dons, de l'argent, des équipes. Et je crois que souvent les équipes françaises sont assez reconnues. On peut jumeler sa ville avec une ville mexicaine pour rendre cette relation plus forte. Là, il s'agit essentiellement, si j'ai bien compris, de Mexico, une des plus grandes capitales au monde. Donc je pense que la solidarité va venir d'un peu partout. Alors, Emmanuel Macron a défendu à New York hier son accord sur le climat. Est-ce qu'il peut réussir à faire plier le président américain qu'on a vu raide sur le sujet, plus que raide même? Plier, je ne sais pas. Revenir à la raison, je ne sais pas non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que les collectivités américaines, que ce soit les États de l'Union, que ce soit les grandes villes, ne suivent pas du tout Trump dans leurs décisions. Et même maintenant, des grandes entreprises américaines vont prendre conscience et prennent conscience tous les jours. Il a une parole symbolique extrêmement forte. Il est président des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, mais je pense qu'il faut continuer de faire pression sur lui à l'intérieur des États-Unis, avec les États de l'Union, avec des grandes villes, le maire de New York, San Francisco. Ils savent très bien les risques qu'ils encourent aujourd'hui. On l'a vu avec les ouragans qui s'abattent sur la Floride, etc. Donc je pense que ça va les rattraper. Donc ils vont en prendre conscience. Et j'espère que lui, surtout, va en prendre conscience. Oriane Mancini. François Rebsamen, l'autre actualité, elle est au Parti Socialiste. Le PS a acté hier soir le principe de la vente de son siège historique rue de Solferino. Est-ce que c'est le symbole de la fin du PS ? De la fin du PS ? Non. Le PS est encore bien vivant par ses élus sur le territoire. Ils sont très nombreux. Je préside la Fédération des élus socialistes. Il y a plus de 20 000 élus socialistes. Donc voilà, dans ce qui est sûr, c'est qu'il faut aujourd'hui adapter notre train de vie, le train de vie du parti, à ses résultats nationaux. Et ceux-là ne sont pas fameux. Et donc, c'est une décision de principe qui a été prise hier. Mais il n'est pas question, je le dis un peu durement, je suis comme ça, pas question que ce soit le bureau national du Parti socialiste qui arrête la vente de Solferino. Ça ne peut être qu'un conseil national, voire un vote militant. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas favorable, vous ? Je veux voir quelles sont les conditions qui président à cette vente. Le Parti socialiste va voir ses dotations fortement amputées. Et donc il va falloir vivre, je le dis comme ça, au lieu de vivre avec 25 millions d'euros de dotation, on va vivre avec 8 millions d'euros de dotation. Donc il va falloir s'adapter, c'est évident. Est-ce que c'est uniquement un problème financier ou est-ce que c'est aussi le moyen, peut-être symbolique, de tourner la page du Parti socialiste actuel ? J'espère que ce n'est pas le moyen de tourner la page du Parti socialiste. Il a une grande histoire, il a connu des grandes défaites, il a des grands moments difficiles, des scissions. C'est le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est confronté à une grande défaite, lourde défaite nationale. Le mode de scrutin impacte énormément le Parti socialiste au niveau de l'Assemblée nationale. C'est surtout le Parti socialiste aujourd'hui, mais ça aurait pu être les Républicains. Donc on voit bien que les grands partis aujourd'hui sont dépendants de l'élection présidentielle. Donc il devrait y avoir une réflexion, j'ouvre un peu le débat, institutionnelle sur, à quoi sert l'Assemblée nationale, vu qu'elle est élue dans la foulée d'une élection présidentielle, maintenant elle amplifie le résultat de la présidentielle. Donc avec 24% des voix au premier tour, vous pouvez avoir plus de 300 députés. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas là. Pascal Jalabert. Le Parti socialiste, comme vous le disiez, il n'y a plus beaucoup d'élus au niveau national, mais il y a plusieurs voix différentes. C'est-à-dire que l'opinion ne voit plus
c'était la parole des socialistes. Benoît Hamon, qui était le Il candidat... n'est plus au Parti Socialiste. Oui, mais justement, est-ce qu'il doit partir? Est-ce que Il est parti. Oui, et ceux qui le soutiennent doivent-ils partir? Et est-ce qu'il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord sur une voie, une ligne? Mais il va y avoir, vous avez raison, l'analyse que vous faites est tout à fait juste, il va y avoir une voie, une ligne, un congrès, l'élection d'un premier secrétaire, et donc c'est indispensable que le Parti Socialiste s'incarne dans une personne, pas uniquement, dans une personne et une équipe, on va dire. Donc il faut refaire une fiche d'identité du Parti Socialiste, carte d'identité, il faut élaborer une nouvelle stratégie, réfléchir à ce qui n'a pas été fait, analyser pourquoi on en est arrivé là, il faut faire tout ce travail. Donc les 3 mois qui viennent vont être un travail de réflexion, d'ouverture, d'audition à la société civile, comme on dit. Donc je crois que tous les militants, toutes les sections vont être invités à auditionner, à entendre dans leur territoire ce qu'ont à dire les organisations syndicales, les corps intermédiaires, que je crois le président de la République n'aime pas beaucoup, et que nous apprécions au titre du dialogue social. Et puis ensuite, en février, il faut un congrès. Même il vient tard, le congrès, je trouve, hein, parce que... Et justement, sur la loi travail, certains manifestent au Parti Socialiste, d'autres non. Vous manifestez? Non, moi je manifeste pas. Moi je regarde les choses, j'essaie de les analyser. Je vois un volet de la loi travail qui s'appelle la souplesse des entreprises, des petites entreprises. Je trouve que c'est très bien. Et puis, je vois ce qui manque dans la loi travail. L'autre volet, c'est la sécurisation renforcée des salariés. Et là, je note un manque fort. Donc, mon jugement, il est, je crois, assez équilibré. Il y a des mesures qui sont dans la loi travail qui ne sont pas, pour moi, acceptables. Je les aurais refusées. Et je peux même vous dire que certains qui avaient essayé de me les présenter se sont vus rejeter ces propositions-là. Vous avez vous-même, François Rebsamen, en 2015, donné votre nom à une loi sur le dialogue social. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la réforme Macron, c'est la loi Rebsamen puissance 10 ? Non, c'est la loi Rebsamen amputée d'un élément essentiel dans le domaine du travail, à savoir le dialogue social. Et donc, non pas le dialogue entre ce qui s'est passé. Madame Pénicaud a bien consulté les organisations syndicales. Il y a eu énormément d'heures qui ont permis cet échange. Mais le dialogue social, c'est pas uniquement au niveau national. Ça se passe concrètement dans les branches, ça se passe concrètement dans les entreprises. Et là, j'ai des craintes, je ne le cache pas, sur la suite. Parce que je pense que la balance, elle penche en faveur du... je ne veux pas trouver d'expression trop dure, je dis pas moi du patronat ou des choses comme ça, mais vraiment, je pense qu'il y a beaucoup pour la souplesse et rien pour les salariés. Et ça peut créer de l'embauche parce que Mme Pénicaud nous explique que ça va aider les entreprises à recruter, à lever certains freins. Vous y croyez ? Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui crée vraiment de l'embauche, c'est la croissance. Et donc elle est là. Donc on analysera. Est-ce que les emplois qui sont créés, puisqu'on a battu les records de création d'emplois dans ce pays l'année dernière, et on le sait jusqu'au 2e trimestre. Au moins, on sait que c'est pas dû à Emmanuel Macron ni à Muriel Pénicaud. 300 000 emplois créés et jusque fin juin de l'année dernière. Donc c'était bien les mesures qu'avait prises François Hollande. La croissance qui est là. Alors, est-ce que ça va continuer ? Moi, ce que je souhaite, c'est surtout que les mesures et celles qui concernent les collectivités locales, elles ne cassent pas cette croissance. Attention, c'est fragile, personne n'y croyait. Je me rappelle, si vous permettez cette petite incidente, la manière dont on avait traité Michel Sapin l'année dernière quand il avait annoncé 1,5 de croissance. On lui avait dit que c'était bidon, que c'était des tripatouillages, que c'était des salades. Et aujourd'hui, on va finir sûrement l'année à 1,8. On est à 1,7. Vous êtes en défense du bilan, là ? Non, je constate la réalité. Il y a un manque de reconnaissance du bilan de François Hollande, selon vous. Oui, une injustice. Enfin bon, ça va, on le dit. Moi, ce que je souhaite, c'est que la France continue d'aller bien, que les recettes fiscales augmentent. Alors justement, on va en parler. Des recettes fiscales. Oui, mais on va en parler. Les recettes fiscales, donc baisse de la taxe d'habitation, baisse des cotisations, hausse de la CSG. Pour vous, c'est une bonne politique fiscale ? Une bonne politique fiscale serait une politique fiscale où le cap aurait été fixé. Or, je ne sais pas quel est le cap. Aujourd'hui, on est dans... Et d'ailleurs, je parle aussi au nom des collectivités locales, la mienne et puis toutes celles que je rencontre et les élus que je rencontre, responsables d'associations d'élus. Et on fait tous le même constat.
un jour une annonce, le lendemain le contraire, où on va, c'est ça qu'on veut savoir. Après, on peut s'adapter. C'est-à-dire qu'il y a un manque de lisibilité, un manque de stabilité pour les élus Prenons l'exemple locaux. du logement. Franchement, tous les jours, il y a une annonce différente. Moi, l'office HLM dans ma ville, il m'a appelé en faisant des calculs, en me disant on va perdre 600 millions d'euros, on ne pourra plus construire, etc. Donc, je leur dis attendez, c'est moi qui dis attendez de savoir. Mais dans le domaine du logement, par exemple, il faut faire très attention. Toutes les mesures annoncées, qui ne se mettront peut-être pas en œuvre, qu'on ne mettra peut-être pas en œuvre, elles peuvent susciter des comportements différents, soit des organismes HLM, soit des consommateurs. Alors justement, François Rebsamen, on va parler de ces élus locaux. Vous êtes président de la Fédération nationale des élus socialistes. Et il en reste beaucoup. Dans quelques minutes va s'ouvrir la conférence des villes, Oui. qui est le rassemblement de France urbaine, qui regroupe donc les grandes villes et les métropoles. Édouard Philippe va prononcer le discours d'ouverture. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Je l'ai rencontré il y a une dizaine de jours, il est venu à Dijon, on a eu l'occasion d'échanger. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de baisse de dotation pour 2018, j'en ai pris acte, et qu'il y aurait des contrats qui seraient passés avec les 319 plus grandes collectivités françaises. J'ai peur que l'État n'ait pas les moyens, je veux dire en personnel, pour négocier avec 319 grandes collectivités. Ce que j'attends surtout, c'est qu'il nous donne un cap, une lisibilité, et que les engagements qu'il prendra soient tenus. Je me rappelle trop la conférence des territoires où le président de la République est venu nous dire voilà ce qui va se passer. Et 6 jours plus tard, un décret, certains diraient un décret assassin, mais je ne vais pas jusque-là, un décret a été pris qui annulait 300 millions d'euros de crédits d'investissement, notamment dans le domaine de la politique de la ville. Est-ce qu'il faut revenir sur... Est-ce que vous demandez à Édouard Philippe d'annuler ce décret et de revenir sur cette baisse des crédits de 300 millions ? Vous savez, c'est difficile. Je ne vais pas lui demander de manger son chapeau. Je regrette ce qui a été fait. Oui, j'ai envoyé une adresse avec les élus socialistes au président de la République en disant on ne peut pas travailler en confiance si, quand vous nous annoncez 10 milliards d'euros d'économie, le jour où vous venez, vous nous dites 13 milliards, vous nous dites qu'il n'y aura pas de baisse des dotations, 6 jours après, il y a une baisse de dotation, vous supprimez du jour au lendemain, sans prévenir personne, 150 000 emplois aidés, ce qui met en grande difficulté notamment les petites communes, les associations. Mais vous pointez quoi ? Vous pointez l'amateurisme du gouvernement ? Non, ils ne font pas exprès. Pour vous, c'est quoi l'explication ? Il y a peut-être de l'amateurisme. Il y a surtout l'absence d'une relation de confiance entre... Vous rejoignez Gérard Larcher. Pour vous, le lien de confiance entre les élus locaux et l'État... Moi, j'ai parlé d'un pacte de défiance. Oui, j'ai dit on n'est plus dans un pacte de confiance. Vous décidez plus de rien, au fond, puisqu'on vous prive d'une partie de taxe d'habitation, on vous enlève les contrats aidés. On ne sait pas encore tout. Qu'est-ce qui vous reste aux collectivités, au fond, vous décidez plus de rien. On attend de voir le budget. Et ça va être quand même l'élément clé. Et puis surtout, la perspective qui nous est donnée. Les collectivités locales, elles ont fait des efforts sous Hollande, même beaucoup. Il a fallu qu'on aille plaider avec André Léniel à la fin, et puis François Bayrou, c'est pas lui, mais c'était le maire de Troyes, excusez-moi, Barouin, oui, j'ai un lapsus, et pour obtenir, Bayrou aurait pu le faire, d'ailleurs il était maire de Pau, pour obtenir qu'il y ait 1 milliard de plus qui soit mis pour l'investissement des collectivités locales. Bon, donc on avait obtenu des choses, et là on revient avant, et Gérard Collomb a obtenu 6,8% d'augmentation de son budget. Qu'est-ce que vous lui demandez ? Parce que la sécurité, ça vous concerne, vous, maire des grandes villes en particulier. J'ai vu les annonces de Gérard Collomb. Si cela est confirmé dans le budget, je pense que les annonces de Gérard Collomb vont dans le bon sens. Rétablissement, dit-il, de la police du quotidien. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne mesure. Je regrette, je vais vous dire les choses clairement, je regrette que Manuel Valls n'ait pas fait quand il a été nommé ministre de l'Intérieur. Donc, s'il peut remettre une police du quotidien, avec des moyens, bien évidemment, s'il peut, il dit, forfaitiser les amendes de police. Moi, j'avais parlé de contraventionnalisation, notamment de l'usage du cannabis. Ça avait fait monter au plafond tout le monde. C'est ce qui va se passer. Donc, remettre les policiers sur le terrain, je pense que c'est une bonne chose. François Rebsamen est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Vous êtes ancien ministre du Travail, on l'a dit, vous avez développé tout au long de cette interview ce que vous pensiez de ce que faisait le gouvernement, mais vous êtes aussi maire de Dijon. Oui. Et vous voulez faire de Dijon, votre ville, la première smart city de France. Une ville intelligente, au fond une ville connectée. Alors une vous allez 3.0. 3.0. Alors vous allez devenir quoi ? Un maire geek qui pilotera depuis son bureau les services publics de la ville, par exemple ?
Non, pas moi directement. Un consortium composé de grandes entreprises françaises, Bouygues, EDF, Suez. Dans combien de temps ça va être réalisé? Ça prend du temps? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Est-ce que Mais on va en voir les effets avant, parce qu'il va y avoir un démonstrateur qui va servir dans le monde entier. On va quand même dire un petit mot des sénatoriales. Qui Oui, auront lieu, il y a beaucoup de sujets dimanche. ce matin. Il y a énormément de sujets qui auront lieu dimanche. Vous connaissez bien le Sénat, vous y avez siégé. Est-ce que ces élections s'annoncent comme un revers électoral pour Emmanuel Macron? Ça dépend où on met la barre. À cet égard, j'avais remarqué que François Patria, qui est, si j'ai bien compris ici, le bras armé d'Emmanuel Macron, président du groupe La République En Marche au président Sénat. du groupe La République En Marche, il avait commencé Que vous par connaissez dire... bien, parce qu'il était le président Oui, de et puis l'opposition. il est de mon département, je connais bien François Patria. Je l'appelle Fanfan, je le connais bien, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il avait commencé à dire 80, puis 70, puis 60, puis 50, puis 40. Voilà, il y a un enjeu pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement, c'est d'avoir une majorité des 3/5 Assemblée plus Sénat. Moi, ce que j'entends, peut-être je ne fais pas de prévision électorale, mais ce que j'entends sur le terrain, c'est les maires sont vraiment très inquiets. Donc je ne suis pas persuadé qu'ils fassent le lit des candidats d'Emmanuel Macron. Une dernière question, Pascal Jalbert, très vite. Juste, vous avez été président du groupe ici au Sénat, François Mais quand on était Rebsamen. majoritaire, c'était plus agréable. C'est vrai. Alors Didier Guillaume a une position moins agréable, vous me direz. C'est vrai, et un débat traverse mais le j'aime beaucoup groupe Didier Guillaume. sur la ligne à adopter opposition à Emmanuel Macron ou plutôt une ligne constructive. Est-ce que le groupe socialiste que vous connaissez bien pourra rester uni après ces sénatoriales? Oui, je le pense. J'en suis même persuadé. La ligne qu'avait donnée Didier Guillaume, c'est la bonne ligne pour le groupe. Il faut être dans une opposition intelligente. C'est-à-dire que quand il y a des mesures qui portent atteinte à ce à quoi on croit, il faut les dénoncer, mais il y a des bonnes mesures. Je viens de le dire par exemple pour Gérard Collomb, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a des bonnes mesures. On n'est pas des manichéens. Enfin, moi, j'ai pas cette conception de la vie publique. Oui, l'opinion a du mal à comprendre le rôle du Sénat, puisque l'Assemblée a toujours le dernier mot. Alors, faut-il redéfinir ce rôle? Avec Gérard Collomb, quand j'étais président du groupe, j'avais lancé un débat pour dire pourquoi le Sénat ne deviendrait pas le Bundesrat, sorte de Bundesrat, vrai représentant. Chambre des territoires. Oui, Chambre des territoires, merci de la traduction. Chambre des territoires, Chambre des collectivités locales, où toutes les collectivités locales seraient représentées par les élus eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin, à la limite, d'élire des sénateurs. Je veux dire ce que je pense. Le maire de Dijon, quel qu'il soit, siégerait si membre d'office. Dans les grandes villes de France, on décidait que la ville de Dijon soit représentée. François Rebsamen, on va se quitter. Un petit mot sur François Hollande, votre ami. Votre ami. Il y a eu des rumeurs ces dernières semaines sur une possible déprime de l'ancien président de la République. Vous avez de ces nouvelles? Vous parlez? Oui, pas du tout. Non, il est en pleine forme. Il n'arrête pas de parler, il parle même un peu trop. Justement, c'est pas une erreur. Il parle un peu trop, François Hollande? C'est pas une erreur qu'il Merci intervienne beaucoup, dans un François débat. Rebsamen. Comme ça, On François passe Hollande, vous au savez. débrief de vos propos dans un instant. Merci d'avoir été notre invité. Voilà, on accueille pour le débrief des propos de François Rebsamen, l'ancien ministre du Travail, de François Hollande, maire de Dijon, qui était sur notre plateau il y a quelques secondes. Hervé Favre de La Voix du Nord, rebonjour, merci Hervé d'être présent dans la deuxième partie de cette matinale d'info. Et Philippe Martin de Région Magazine, bonjour. Rebonjour, merci Philippe d'être là. François Rebsamen, en défense de son bilan, du bilan de François Hollande dans le domaine social, dans le domaine du travail, c'est un peu normal Hervé Favre. Ah oui, il fait le job. Mais c'est vrai que tout le monde se demande aujourd'hui que cherche François Hollande. Est-ce qu'il a vraiment dans l'esprit de revenir un jour ou l'autre? Et bon, finalement, peut-être que François Rebsamen on a une idée, mais il faudrait le cuisiner là-dessus. Philippe Martin. Je dirais qu'il est meilleur dans la défense de son bilan au ministère du Travail que dans la défense du Parti Socialiste. Là, on sent quand même que c'est difficile. Alors, sur le Parti Socialiste, il est assez sévère avec la direction actuelle qui, on le sait, a décidé veut, en tout cas, vendre le siège historique du PS, rue de Solferino. Il dit qu'il faut une consultation beaucoup plus grande des socialistes, probablement des militants, qu'une décision, j'allais dire, régalienne de la direction du PS. Vous l'avez entendu. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est dans les statuts. En fait, il me semble que cette décision devra être approuvée par un Conseil national. En même temps, le PS n'est pas le seul à être confronté à ces problèmes financiers. On sait que les Républicains s'interrogent aussi. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur siège de la rue de Vaugirard? Je pense que pour le PS, ça peut être quand même aussi l'occasion de rompre justement avec une période, puisqu'il
puisqu'on parle de refondation, de reconstruction, c'est pas pourquoi ne pas quitter ce quartier qui effectivement n'est pas très en rapport avec la dimension populaire que le PS doit retrouver. Donc ça peut être une opportunité, à la fois financière et politique. Un signe de modernité aussi, Philippe. Oui, puis c'est intéressant, c'est qu'il rappelle aussi que c'est un parti d'élus, le Parti socialiste, 20 000 élus. 20 000 élus, ça reste énorme, même si on est loin de l'époque où il y avait 22 présidents de région sur 23 qui étaient socialistes. Et là, on a l'impression d'avoir un microcosme parisien. Alors effectivement, en plus dans un quartier, comme dit Hervé, qui ne correspond pas vraiment à l'image qu'il entend donner. On ne sait d'ailleurs pas qui... Il faut dire pour nos téléspectateurs qui habitent la province que c'est le cœur des arrondissements de Paris, 8e arrondissement, rue de Solferino, 6e arrondissement. Où il y a encore une centaine de salariés. Une centaine de salariés, donc il faut s'attendre à un plan social. On va voir d'ailleurs comment le Parti socialiste va gérer un plan social, ça va être intéressant. Mais il ne peut plus y avoir une centaine de salariés pour un siège qui sera forcément plus modeste. Et donc lui, qui a choisi en plus de redevenir un élu régional, un élu local à Dijon, rappelle quand même les origines. Enfin, c'est important que le Parti socialiste revienne un peu sur les territoires. De toute façon, il n'a pas trop le choix puisqu'il n'a même plus de leader incarné actuellement. Et il va pas en avoir tout de suite puisqu'ils ont décidé de repousser le congrès au mois de février. C'est très tard quand même. Hervé Favre. En même temps, je pense que pour le PS, ce qui est plus important, au-delà de la question du siège, c'est la question de la ligne politique. Bon, François Rebsamen, il incarne la ligne social-démocrate, réaliste. On voit bien avec Macron, voilà, il n'est pas dans l'opposition. Le hollandisme, il n'est pas dans l'opposition frontale. Il dit voilà, il y a des choses de bien qu'on peut voter, d'autres à laquelle on s'opposera. Mais là, il y a une clarification au sein du PS. Lointainement, Muriel Pénicaud, il est quand même sévère, hein, vous avez entendu. Oui, il est sévère, mais enfin en même temps, il dit qu'il y a dans ces ordonnances des mesures favorables aux PME qui ont besoin de plus de flexibilité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la ligne de Gérard Filoche, par exemple. Il est temps de clarifier les choses au sein du PS. Il n'ira pas défiler, au moins le 21. Ben voilà. Et puis c'est toute la difficulté de ne pas avoir eu de débat parlementaire. C'est le problème des ordonnances, c'est que ce qu'il a dit là, c'est à l'Assemblée nationale qu'il aurait pu le dire. Et il aurait pu éventuellement faire dévier la loi sur des aspects un peu plus sociaux. Ça n'a pas été possible, c'est le choix du gouvernement. Merci Philippe Martin, Région Magazine. Hervé Favre, La Voix du Nord, suite de notre série consacrée au sénatorial d'ailleurs. Vous savez, l'élection a lieu dimanche, vue du terrain. Direction le département de l'Isère, un département dans lequel l'ancien ministre André Valigny, il était ministre de la francophonie, pourrait se faire déborder sur sa gauche par une liste Rassemblement communiste, écologiste et harmoniste, qui bénéficie du soutien d'Annie David, qui ne se représente pas. Et c'est Jérôme Rabier pour Public Sénat qui s'est rendu sur place. La gauche de la gauche iséroise présente une liste unique en France. Baptisée un engagement commun, elle est emmenée par un élu non encarté, Guillaume Gontard, et rassemble une diversité de mouvements. On s'est regroupés, on s'est retrouvés pour essayer de constituer une liste d'un large rassemblement avec des formations politiques, les communistes, Europe Écologie, une partie des socialistes avec, je dirais, la lignée Benoît Hamon, et puis aussi des citoyens non encartés, donc j'en suis un exemple. Guillaume Gontard mène cette liste avec le soutien de la sénatrice communiste sortante Annie David, et en bon architecte de profession, il espère que la construction de cette alliance inédite donnera des idées pour le futur. Moi j'entends parler à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens qui ont les mêmes valeurs n'arrivent pas à se rassembler, n'arrivent pas à travailler ensemble? Là, on prouve que c'est possible. Et donc, on espère qu'effectivement, ça fera des petits. Il y a les élections municipales en 2020 et que ça sera justement encore une nouvelle occasion de montrer qu'on peut travailler ensemble. Didier Rambaud est lui aussi issu des rangs de la gauche, mais il est désormais la tête de liste pour La République En Marche dans le département. Comme tous les candidats, il visite un maximum de communes et défend partout la nécessité d'un groupe macroniste important au Sénat. On ne peut pas avoir d'un côté une Assemblée nationale où il y a la majorité présidentielle et puis un Sénat où il n'y aurait que l'opposition qui s'exprime. Je pense qu'il y aurait une espèce de déséquilibre qui porterait préjudice au bon fonctionnement de ce quinquennat. Engagé de la première heure derrière Emmanuel Macron, Didier Rambaud espère transformer l'essai, même si la dynamique victorieuse du printemps s'est atténuée. Là, le vent, il n'est pas dans le dos, là, on l'a plutôt un peu de face. Il y a eu peut-être, en termes de communication, cet été, 2-3 annonces qui auraient mérité d'être recadrées ou plus précises. C'est vrai que voilà, il faut être clair pour l'avenir, il faut au moins donner un cap, fixer un cap, donner de la visibilité. Face à ces départs en cascade, les socialistes de l'Isère ont désigné une valeur sûre en tête de liste, le sénateur sortant André Valigny. Mais son espace politique s'est restreint après la perte de nombreuses municipalités en 2014 et du département en 2015, et désormais les divisions dans son camp. Le contexte a changé incontestablement. Il y a des élus hammonistes
qui ont décidé d'aller à la gauche de la gauche et de trahir encore un peu plus le Parti socialiste. Il y a des socialistes qui effectivement sont passés du côté d'Emmanuel Macron et qui ont abandonné leur idéal socialiste. Moi, je reste fidèle à mon idéal, à mes convictions. Je suis de gauche, je suis socialiste. Fidèle au parti et expérimenté, l'ancien secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale puis des relations avec le Parlement ne se voit pas dans une opposition systématique au gouvernement. Le Sénat sera là pour dire aux députés et au gouvernement, attention, sur les collectivités locales, ne faites pas n'importe quoi. Cessez de les attaquer, de les dénigrer, de les étrangler financièrement. On sera dans une position, non pas d'opposition systématique, mais de vigilance. La gauche part divisée, mais la droite n'est pas en reste. Pas moins de 5 listes dissidentes ont déposé leur candidature face à celle conduite par Michel Savin, investi par les Républicains. En campagne dans le nord du département, le sénateur sortant mise sur le terrain. Figurez-vous que je crois qu'il y a 10 listes en présence, et vous êtes les seuls à venir nous voir. Donc, et je dois souligner aussi que lors des élections précédentes, vous aviez aussi été le seul à venir nous voir. On finit ce soir, aujourd'hui, notre 8e semaine de campagne. On a commencé au mois de juillet, parce que, encore une fois, pour nous, il nous paraît prioritaire d'aller rencontrer le maximum de grands électeurs. Une proximité avec les élus locaux que le sénateur revendique et qu'il compte encore développer en cas de nouveau mandat. Moi, pendant 6 ans, j'ai travaillé bien sûr avec mes colistiers, mais aussi avec des élus de toute sensibilité sur des sujets qui étaient débattus au Sénat, parce que je pars du principe que je n'ai pas la connaissance parfaite de tous les sujets. J'ai besoin d'avoir le ressenti des élus qui sont concernés par les textes qui sont débattus et de pouvoir travailler avec eux sur corriger, améliorer les textes qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Avec 10 listes en présence pour 5 élus au Sénat, l'élection risque d'être serrée. Et malgré les divisions, chaque camp espère faire le plein pour siéger à la Haute Assemblée. Voilà, c'était la matinale d'info de Public Sénat avec les télévisions locales de France, la presse quotidienne régionale, les 130 radios, des Indés Radio, notre nouveau partenaire, et TV5 Monde. On se retrouve demain et tout de suite, c'est le Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde, ce qui s'est passé en quelques minutes dans le monde cette nuit. À demain. Des immeubles qui tanguent, d'autres qui s'effondrent. Et des habitants en panique. À l'aéroport de Mexico, les voyageurs se réfugient sous des tables. C'est un tremblement de terre, c'est effrayant, mais on va bien. Et le pays a d'abord un système de protection civile très perfectionné qui permet de détecter les secousses telluriques dès le moment où elles s'annoncent. Ce qui donne à peu près entre 40 et 50 secondes au système de sécurité de la protection civile pour réagir. Alors le problème, c'est que cette fois-ci, précisément pour une raison encore inconnue, l'alerte antisismique n'a pas marché. Donc les habitants ont été pris complètement par surprise. À chaque rafale, c'est un vacarme assourdissant de tôles. Des tôles, celles en tout cas qui ne s'étaient pas envolées avec Irma, mais qui s'étaient disloquées et risquent d'être emportées cette nuit. Welcome to New York. Voilà pour les politesses, car très vite le ton change. Le président américain pointe ses ennemis sur la carte, l'Iran qu'il qualifie d'État voyou et corrompu, le Venezuela pour lui, une dictature socialiste, et puis la Corée du Nord qu'il menace de destruction. Celui qu'on appelle tristement le migrant est en réalité devenu le symbole de notre époque. Le symbole d'un monde où aucune barrière ne pourra s'opposer à la marche du désespoir, si nous ne transformons pas les routes de la nécessité en routes de la liberté. Ces migrations sont politiques, climatiques, ethniques. Ce sont à chaque fois ces routes de la nécessité. Le beluga du Saint-Laurent, la baleine noire, le caribou tondrique, la tortue serpentine, ces animaux font partie des 451 espèces vertébrées menacées au Canada, selon un rapport du Fonds mondial pour la nature.
Suite au passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Public Sénat appelle à soutenir la Fondation de France en faisant un don sur le site www.fondationdefrance.org ou au 0800 500 100.